Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les vacances sont finies de mon côté. Oui, on est parti pour un petit moment. Je crois que le dernier stream est remonté à la Ligue des Nations, donc c'était il y a un mois. Donc voilà, une bonne pause. On s'est bien reposé, on s'est bien ressourcé. Il y en a beaucoup qui ont suivi mes aventures sur Instagram notamment. On était au Japon, donc voilà, j'en ai profité pour découvrir le pays, l'empire du soleil levant. Donc c'était un vrai plaisir pour moi. Et puis on se remet tranquillement dans le bain, donc on sera là tout l'été juillet, août pour faire des streams, des émissions. Vous pouvez voir que sur YouTube, on a repris le rythme. D'ailleurs, il y a eu un petit vlog sur le match que j'ai pu voir au Japon et également une vidéo rétrospective sur les mercatos les plus emblématiques. Mais vous le savez, je l'ai annoncé, je suis très content d'avoir un invité parce que l'actualité un petit peu brûlante de ce début de mois de juillet et même fin juin, c'est évidemment la situation de l'Olympique Lyonnais. On savait que les comptes étaient dans le rouge depuis un moment. Voilà, le coup de massue était tombé, DNCG, rétrogradation en Ligue 2, changement un petit peu au niveau de la direction avec l'arrivée de Michel Kang par rapport à un Textor qui a été un petit peu écarté, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'il se situe maintenant dans la galaxie Eagle par rapport à l'OL. Et forcément, pour parler de tout ça, il me fallait un expert, quelqu'un de reconnu. Je suis désolé parce que je le sors encore une fois de sa tanière parce qu'il a beaucoup travaillé, il a beaucoup parlé. J'ai vu sa dernière vidéo où il disait qu'il était fatigué parce que c'est vrai que quand on parle de l'OL désormais, on a un espèce de master, de doctorat en économie, de finance. Vous le savez, à Bordeaux aussi, on est habitué. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que l'OL a évité les étapes supplémentaires. Le CNOSF, le tribunal arbitral du sport, le COMEX de la FFF. Donc eux, ils sont pas allés jusque-là. Ils en sont sortis avec juste l'appel de la DNCG. Sans trop tarder, je vous fais plaisir d'accueillir Mika du 11 Lyonnais qui est présent avec nous. Comment tu vas, l'ami? Salut mon Scipion, salut le chat, ça va nickel et toi? Bah écoute, ça va super. Merci à toi encore une fois de prendre de ton temps pour venir parler avec moi. Ça fait super plaisir. T'as enchaîné plein Avec plaisir. d'émissions, plein de voilà d'interventions. Donc forcément, c'était assez costaud de ta part au niveau de l'agenda. Je rappelle que tu es professeur d'économie agrégé. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, la situation de l'OL, bon, tu peux mettre les mains dans le cambouis, mais tu savais à quoi t'attendre. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir avec nous. Merci à toi, ça me fait très plaisir. Alors c'est pas forcément le moment le plus sympa de ma vie de supporter de l'OL, tu le sais bien, je te l'ai dit un petit peu en off. Mais bon, c'est la vie d'un club, il y a des hauts, il y a des bas. Ça a été extrêmement bas il y a quelques jours. J'ai craint le pire, je te le cache pas. Pour moi, on allait finir dans les bas-fonds du football amateur. Mais heureusement, Michel Kang a fait le boulot, donc ça c'est cool. Et tant mieux, en espérant que Bordeaux nous rejoigne d'ici peu pour les matchs en Ligue 1, ce serait cool. Ouais, c'est vrai que là, il y a encore pas mal d'étapes et tout. À Bordeaux, bon, moi, je suis pas hyper optimiste sur le projet Tu parce que m'étonnes. Gérard Lopez, il est encore là pour 5 ans. C'est lui qui l'a dit. Donc, t'imagines que pour nous, c'est encore une longue galère parce que nous, on a connu ce que vous avez vu, ce que vous avez eu, pardon, mais on n'a pas su dégager l'homme à la tête de ce projet un petit peu n'importe nawak. Donc, on va devoir supporter ça pour un bon moment. On va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé, DNCG, Michel Kang qui arrive, Garlinger, revenir aussi sur ce qui attend l'OL désormais d'un point de vue financier, sportif, et puis bah on vous a préparé aussi une séquence je pense sympa avec un petit mercato idéal sous encadrement d'NCG. Alors je l'ai dit aussi en off à Mika, c'est le plus dur pour moi à composer parce que on parle de l'OL, un club avec un certain standing, donc on peut pas prendre, voilà, entre guillemets, des joueurs de national ou de D2 bulgares, mais tu sais que financièrement, tu peux pas faire n'importe quoi, donc ça va être super intéressant de se plonger là-dedans. Du coup, Mika, pour entrer dans le vif du sujet, on l'a appris donc Ouais. hier aux alentours de 15h30. L'appel de la DNCG a permis à l'OL de rester en Ligue 1. La rétrogradation pardon, en Ligue 2 a été annulée. On sait que l'audition a duré longtemps auprès de la DNCG, que Michel Kang avait finalement 9 jours avec son organigramme pour convaincre voilà, les personnalités de la DNCG que l'OL finalement était viable d'un point de vue financier. À chaud, tu as eu ta réaction. Là, 24 heures qui sont passées, comment est-ce que tu te sens par rapport à tout ça? Bah, je te l'ai dit, vraiment soulagé, parce que bah, j'imagine comme le chat, ceux qui sont fans de l'OL, franchement, on a vécu des jours, mais d'une difficulté, c'était vraiment une épreuve de fou furieux. Alors certains diraient c'est que du foot. Bah non, non, c'est pas que du foot. T'as plein de trucs qui se mélangent. T'as la nostalgie, les sentiments, les émotions. Tu te dis c'est mon club, quoi. Mon club, il a ça de finir dans le précipice. Donc tu flippes, tu te dis bah est-ce qu'on va s'arrêter là, comme ça? Est-ce que l'OL va vraiment chuter parce qu'un homme aura voulu faire n'importe quoi du club?
C'est ça en fait l'histoire, toi, c'est que un homme a pu faire n'importe quoi d'un club qui génère beaucoup d'argent, qui a des supporters en France, en Europe. C'est quand même fou de se dire ça. Et je pense qu'à l'avenir, pour tout le monde, il y a une vraie leçon à tirer collectivement, c'est qu'il faut être beaucoup plus vigilant en fait. On peut pas comme ça laisser quelqu'un venir te construire un narratif comme à Bordeaux à l'époque avec Gérard Lopez, en t'expliquant qu'il veut recentrer l'OL sur le foot, en vendant l'OL féminin, OL Reign, la LDL Serena. Non, il faut être vigilant. Et je pense qu'on aurait dû être tous collectivement vigilants bien avant. C'est trop tard. Alors heureusement, c'est positif pour l'issue de l'histoire, mais c'est trop tard au final. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que si on prend l'exemple de Lyon, de Bordeaux ou même de Nîmes avec Rania Saf, c'est vrai qu'à chaque fois, tu as une personne qui décide un petit peu de tout et qui emmène son club un petit peu dans la mouise. Il y a VSN Brooks qui dit le maillot de GOAT, c'est vrai que j'ai même pas dit parce qu'ici on adore les beaux maillots, et c'est vrai Il que est là, beau. tu as maillot Renault Trucks, un petit flocage ou pas? Non, pas celui-ci. J'ai l'autre, j'ai le couleur gris floqué Michael Essien et l'autre en blanc, j'en ai un second floqué Juninho, mon idole. Voilà. Pas mal du tout au niveau des noms, des maillots. J'en ai même pas. J'ai oublié d'ailleurs de vous saluer le chat. Désolé, il faut qu'on reprenne les bonnes habitudes. Merci à vous d'être aussi nombreux de me suivre. La question, pareil, Vincent Brooks. La qualité d'image de Mika, désolé. Malheureusement, j'ai dû changer de logiciel pour capter l'invité. L'image n'est pas très très nette. Au moins, il y a le son qui est bon. Donc, désolé pour peut-être que c'est pas très très agréable à l'œil. On s'améliore et je vais trouver un logiciel qui est un peu plus stable. Mais le principal, c'est qu'on puisse entendre Mika là-dessus. Et justement, il y a beaucoup de discours autour de cette DNCG qui a peut-être pas été, ou même au sein de l'OL, de garde-fou. Ce que tu dis, c'est finalement c'est très très juste. C'est que ce soit au niveau des institutions du football français ou de l'OL, comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de protection, de moyens d'empêcher tout ça? Parce que c'est vrai qu'on avait le sentiment que l'OL a pu avoir des comptes dans le rouge qui ont explosé. Alors, je sais pas quelle est la dette réelle, parce que tu sais, on parle souvent de dette OL, de dette Eagle, donc c'est toujours difficile de s'y retrouver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un club de foot qui se retrouve avec des centaines de millions d'euros de dettes, normalement, dans beaucoup de monde hors sport, ça doit couler, quoi. Ouais, attends, là, je pense que tu soulèves un point qui est vraiment important, c'est que l'OL a un gros problème, c'est que lors du rachat de Textor de l'Olympique Lyonnais, il a contracté un prêt envers Ares Management, qui est le fonds prêteur qui a délivré un montant énorme, 425 millions de dollars, t'imagines? Et attention, c'est pas tout, c'est 425 millions de dollars, mais un taux d'intérêt de 13-16%. T'imagines, c'est monstrueux, ce qui fait que à l'échéance du prêt bancaire, enfin le prêt du fonds d'investissement plutôt, pour être très précis, Textor devra payer à Ares environ peut-être le double, à peu de choses près. Donc forcément, tu commences avec un point de départ pour lui qui est super contraignant. Et j'ai envie de te dire que le problème de Textor, le problème majeur, c'est que dès le départ, il n'avait pas le droit à l'erreur. Sportivement, il fallait que ça marche, il fallait que ça génère du cash en France, au Brésil, avec Botafogo, partout. Et le plan a totalement échoué. C'est ça, en fait, la morale pour lui de l'histoire, c'est qu'il avait un plan qui tenait à un fil, c'était un projet non pas sportif, mais avant tout financier, avec un projet de SPAC qui est tombé à l'eau très vite. Je sais pas, c'est un petit peu compliqué à comprendre, on va mettre de côté. Un projet d'IPO, l'introduction en bourse, qui, je pense, va échouer aussi. Et comme son plan financier a échoué, tout s'est cassé la gueule. C'est un petit peu, tu sais, l'effet domino. T'en as un qui tombe et tout après suit. C'est ça la morale de l'histoire. C'est chaud, et comme tu le dis, en fait c'est même pas qu'il y avait de plan B, c'est que le plan A devait marcher quoi qu'il arrive, et quand C'est on ça. dit le plan A, c'est bien sûr aussi des qualifications en Ligue des Champions, que tous les clubs du groupe Eagles se passent bien. Alors c'est vrai que ça a été le cas pour Botafogo, qui est devenu d'ailleurs, on a l'impression, son chouchou, sa priorité, quand on Ah voit ouais, qu'il a envie clairement. d'acheter un terrain, un stade, tout ça. Toi, à quel moment dans le suivi du rachat de l'OL, et même les mois, les années après que Olas ait cédé le club à Textor, tu as eu une première alerte? Est-ce que, on se l'est dit, hein, quand tu as le closing, donc le moment où ça y est, le club va passer d'un propriétaire à l'autre et repousser à plusieurs reprises, déjà ça peut être inquiétant, mais toi, à quel moment tu as vu un document, tu as vu un discours où tu t'es dit, là, pour l'OL, je le sens pas? Je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne, Scipion. D'accord? Ah, C'est une une exclue. exclue. Ah, ça fait plaisir. Tu vois, je te dis un truc que j'ai jamais dit à personne. En fait, John Textor, dès le départ, j'étais opposé, mais pas pour des bonnes raisons. Je précise un peu ce que je veux dire. Je suis un enfant de JMA. J'ai grandi avec lui, j'étais nostalgique de son départ. Et en fait, dès lors que Textor est arrivé, je l'ai mal vécu.
Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Il y a une partie de sentiments, d'affectifs qui rentrent en jeu. J'ai mal vécu le départ de GMA. Ça a été brutal, ça a été mal fait. Il est parti par la petite porte, comme ça, tu sais, comme un vulgaire dirigeant que tu vires comme ça sur le pouce. J'ai pas aimé du tout. Et dès ce moment-là, je me suis dit, aïe, le gars arrive, il saccage une figure du club, parce que JMA, c'est quand même quelqu'un, toi, c'est celui qui a créé avec Bernard Lacombe le club tel qu'on le connaît maintenant, un club moderne et qui a gagné en Ligue 1. Et ça, il l'a vite balayé. Et je pense que quand tu prends un club comme l'OL, il faut respecter l'histoire. Tu vois, il faut respecter l'héritage. Tu peux pas comme ça arriver et tout balayer d'un revers de main, même si entre eux il y avait une bisbille, un désaccord, ce que je peux comprendre, mais tu peux pas comme ça tout balayer. Et donc dès le départ, j'ai été un petit peu, je peux le dire, réticent, mais pas pour de bonnes raisons. Et après, vu le projet financier que je t'expliquais tout à l'heure, ça s'est greffé à ça, le côté rachat avec un fonds d'investissement qui vient avec un prêt colossal et un taux extrêmement important. Tout ça, c'est plein de petits signaux qui m'ont fait comprendre que tôt ou tard, ça allait mal finir. Et pas manqué, ça a mal fini. Et après, tu as eu tout aussi les bidouillages que tu as dû voir aussi, Scipion, tu sais, les transferts un peu bizarroïdes entre Marinakis, Forest, l'OL. Tu as eu aussi les droits économiques de Botafogo transférés à l'OL. Tu as eu plein de trucs comme ça qui, au final, ont achevé l'histoire prématurément. Ouais, c'est ça, quand tu dis des droits économiques, c'est des joueurs achetés à Botafogo, enfin, que l'OL a payé pour Botafogo, mais qui n'ont jamais mis les pieds en France, tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est des montages qui paraissent totalement particuliers. Et finalement, c'est vrai que ça rejoint quelque chose, je pense, d'un point de vue extérieur. Après, là, on a découvert qu'évidemment, c'était d'une ampleur folle. Après, Lopez, on le connaissait, mais pour l'avoir découvert à Bordeaux en tant que président, quand il arrive sa première conférence de presse, je me suis dit, ce gars-là, quand tu l'entends parler, c'est un bon communicant, il te vend un truc. Et c'est vrai que Textor, il y a aussi cette histoire avec tout ce qu'il a pu faire, voilà, le cul sec avec les supporters, le chapeau de cow-boy, l'interview Oui, à RMC ouais. pour parler des droits de la Ligue 1, en disant, il faut nous mettre des histoires, les filles en Normandie, tout ça. Tu dis en fait que ces gars-là, ils arrivent parce qu'ils sont doués pour ça, mais entre la communication, la forme et le fond, tu te rends compte que ça ne tient pas la route, quoi. C'est ça, c'est que tout à l'heure on l'a un petit peu évoqué ensemble, tu as tout un narratif en fait. Ils sont très malins ces gens qui arrivent dans le foot et qui prennent des clubs comme ça au niveau européen, parce qu'en fait ils savent que bien souvent ils récupèrent les clubs avec une histoire à laquelle il faut mettre fin. Et ça, il l'a parfaitement compris Textor. Il est arrivé en se disant, ok, il y a l'ère JMA avec des critiques justifiées. Attention, sportivement, c'était pas non plus fou à la fin de l'ère JMA, loin de là. Et ça, il l'a vite compris. Il s'en est inspiré et il t'a produit un narratif, si tu veux, pour vendre un projet aux supporters, consistant à dire, avec moi, il y aura plus d'académie à gogo, plus de transferts de départ, on va stabiliser l'effectif et on va recentrer l'OL sur le foot. Ça a été son message dès le départ. Tu sais, il a vendu le projet en gros consistant à dire avec moi pas de LDLC Arena, tu sais, la salle de spectacle pour l'OL, pas de OL féminin, pas de OL Reign, tout ça on oublie. Avec moi, Textor, il y aura que du foot et du foot masculin. Alors forcément, bah, quand tu es fan de l'OL masculin, t'entends ça, tu te dis bah c'est chouette, c'est super, tu vois. Bon message, c'est cool. Donc tu y crois, tu as envie d'y croire. Et puis après, bah, vient le plus difficile, c'est les actes, les preuves. Et entre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, il y avait un écart de fou au final. Ouais, ça c'est une certitude. Bah ouais, Youssol qui dit même une démagogie folle. C'est vrai que ça rejoint l'aspect communicant. Et on a aussi forcément ce que Michel Kang a dit par rapport à DNCG. Et c'est ça aussi qui, je pense, a totalement déréglé finalement le personnage. C'est pour ça que je pense que ils l'ont exfiltré entre guillemets de l'OL. C'est que apparemment la DNCG demandait des choses très très claires à Textor et l'OL, non pas des promesses de vente, mais des choses très concrètes. Et ça, il a pas su l'apporter. Et je pense que bah, finalement, c'est là où le bouchon a sauté et que bah, tu as eu cet enchaînement entre l'annonce de la rétrogradation et Textor. On s'est rendu compte que là, c'était plus possible. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous que tu vois, ça soit passé comme ça. Et on verra la gestion de Kang et Garinger parce que ils vont devoir aussi s'en sortir. Ils vont devoir faire leurs preuves également sur le mercato, sur le choix des hommes, tout ça. Mais tu as quand même ce sentiment que cette DNCG, ça a été peut-être un mal pour un bien, et au moins le personnage principal, Textor, n'est plus là. Ben, tu sais, et je l'ai dit en vidéo, c'est super intéressant ce que tu dis là, Scipion. Pour moi, Textor s'est aussi nourri, tu sais, du côté complot anti-OL, les instances, la DNCG, la connexion, la Brune, Mikeller, Nasser. Il y a eu tout un narratif là-dessus, alors qui a pris un peu trop à mon goût. Mais au final, quand tu prends les faits, et rien que les faits, pour moi, la DNCG, elle a juste fait son boulot. Elle a fait son boulot, c'était logique. Quand tu vois les comptes de résultats du club,
Je veux dire, c'est alarmant, c'est flippant. Quand tu sais que l'OL perd sur 6 mois entre juin 24 et décembre 24 117 millions d'euros, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est plus possible. Donc, que la DNCG ait sanctionné l'OL, c'est juste normal. Il n'y a aucune surprise à ça, il n'y a pas de complot anti-OL. Il y a juste quelqu'un qui n'a jamais voulu se plier aux exigences. Et d'ailleurs, tu as dû entendre Michel Kang qui l'a dit en conférence de presse, et là encore, elle a dit la vérité. Michel Kang a dit, si l'OL, les dirigeants avant moi, avaient respecté ce que demandait la DNCG, il n'y aurait eu jamais de sanction. Moi, ça c'est sûr. Et puis même, on parle de DNCG, mais c'est vrai qu'on a vu un tas de sanctions venir. Ou je parle de sanctions, mais d'avertissements. L'URSSAF, la FIFA, l'UEFA menace d'exclusion de Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que ça a été assez fou. Juste avant, une question d'Akabax qui concerne Almada. Je voulais forcément t'interroger sur cette première prise de parole de Michel Kang et ce qu'elle a pu dire un petit peu de la situation de l'OL et aussi revenir. Avant ça, la question c'était surtout, j'ai pu entendre, et là on va parler, certains ont dit l'OL a été favorisé avec ce deuxième passage d'NCG et tout. Il y a d'autres clubs qui ont été coulés, Bergerac, Sedan, Niort, même Bordeaux, Sochaux, etc. Tout ce que tu veux. Là, l'OL, on a fait un petit passe-droit. Toi qui as étudié tout ça, comment est-ce que Michel Kang finalement a pu s'en sortir en moins de 10 jours pour apporter ses garanties financières et se mettre dans les clous et surtout éviter ce que tu as dit, ce complot anti-OL, finalement ce complot pour l'OL, quoi. Alors déjà, il y a un mot que je n'aime pas trop, c'est passe-droit. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit passe-droit pour l'OL. Non, en fait, il n'y a pas eu de passe-droit parce que quand tu prends le dossier, la DNCG était claire. Il fallait mettre du cash pour la trésorerie du club, ça c'était l'aspect numéro un, et il fallait aussi un fonds de garantie pour au cas où l'an prochain, si l'OL avait des dépenses en plus, piocher dedans et pouvoir subvenir aux besoins. Et au final, Michel Kang, elle a fait ce que Textor n'a jamais su faire. Elle a apporté non pas des promesses, mais des provisions. Et on le sait, ça fait maintenant 2 ans et demi que c'est comme ça. La DNCG veut des provisions. Et enfin, un dirigeant l'a fait. Donc, pour moi, c'est pas un passe-droit, tu vois. C'est juste quelqu'un qui a respecté les règles du jeu, qui a réuni les différents actionnaires d'Eagle Football Holding, qui leur a dit, écoutez, mais messieurs, il faut trouver une solution. L'OL, il manque tant d'argent. Si on ne met pas la main au pot, on va couler. Et si on coule, tous nos titres OL Group vont chuter avec nous. Donc la solution, elle l'a trouvée d'elle-même avec ses co-investisseurs et les prêteurs du club. Donc il n'y a pas de passe-droit. Je dirais juste c'est quelqu'un qui a su trouver les mots, qui a rassuré les instances, qui a rassuré les différents actionnaires, et ça a marché. Et voilà, c'est tout simple, de manière efficace au niveau de Michel Kang. La question, elle venait d'Akabax, du coup, qui demandait, j'ai une question concernant Almada. Il appartient à Botafogo, mais l'OL détient ses droits. Comment ça se fait un transfert vers l'OL dans ce cas-là? Alors moi, ce que j'ai entendu, surtout que Benfica a été intéressé. La question, c'est qui va récupérer l'argent? Est-ce que c'est Botafogo? Est-ce que c'est l'OL? Est-ce que ça va se retrouver au milieu de l'Atlantique? On sait pas trop. C'est un bordel sans nom. Franchement, c'est compliqué à expliquer. Pour faire simple, en fait, Textor, il a fait un truc assez astucieux. Il a dissocié les droits sportifs du joueur, qui sont à Botafogo, et les droits économiques qu'il a transférés à l'OL. Donc nous, on a récupéré pour à peu près 90 et quelques millions d'euros de droits sportifs sur 3 joueurs. Igor Jesus, Enrique et Thiago Almada. Sauf que, tu te doutes bien que quand tu as 90 millions d'euros de droits sur des joueurs, si tu veux récupérer et faire une opération comptable positive, il faut les vendre au moins aussi cher que tu les as acquis. Donc là, tu as 90 millions d'euros de dette contre un joueur. Il faut que tu les vendes au moins aussi cher. À date, à l'heure où je vous parle, dans le chat, on a vendu Enrique 33 millions. Donc ça fait déjà ça en moins. Igor Jesus, c'est 12 millions à Nottingham Forest. Donc 33 plus 12, 45. Ce qui veut dire que pour que l'OL soit dans une bonne opération comptable, il faudrait vendre Almada à peu près 50 millions. Et là, je pense que tout le monde aura compris, c'est une douille monumentale, une de plus pour l'OL. Ah ouais, là, bon courage, même un club de PL, parce qu'il y a qu'eux qui peuvent faire ça, un effort considérable pour Almada, ça sera pas le cas. J'en profite pour saluer quelques habitués comme Guavi, comme Matolisso, supporter lyonnais qui nous fait de bonnes compes, et lui aussi, il pourra faire des compes en Ligue 1, parce que sinon les compes en N3, R1, ça dépend de la qualité du diffuseur, et pour avoir eu droit à quelques matchs, je te garantis que c'est pas tout le temps royal. Forcément, une question aussi pour continuer d'avancer, et passer un petit peu presque au présent, voir le futur de l'OL. Michel Kang s'est exprimé dans cette conférence de presse. Michel Kang qui a donc, on va dire, récupéré le bébé, qui était aussi en train de gérer l'OL féminin.
Toi, quel est ton sentiment par rapport à elle? Et on peut aussi inclure Garlinger, qu'on a découvert, peut-être le grand public a découvert aussi, comme Michel Kang hier lors de cette conférence de presse, ce nouveau duo qui doit ramener à la fois de la sérénité, mais aussi peut-être entamer cette fameuse cure d'austérité pour l'OL. Bah, si tu veux, tu passes d'un président qui était dans la culture des petits mots, le trash talk, il nous a gonflé. Moi, je te dis, il m'a gonflé depuis 2 ans et demi avec son Botafogo. J'en pouvais plus tout le temps. Ah, est-ce que vous avez vu les matchs de Botafogo? On s'en fout en fait, on s'en fout complet. Et tu vois, Michel Kang, elle a eu ce mérite de venir non seulement avec humilité, elle s'est dit, ok, je ne suis pas en terrain conquis, il faut rassurer les supporters. Pour commencer, et surtout, elle a été efficace. Tu vois, il y a pas eu de phrase choc, il n'y a pas eu d'envolée, il n'y a pas eu de mots plus haut que l'autre. Ça a été simple, net, efficace. Alors que l'autre, juste avant elle, c'était vraiment un funambule, un clown, qui en plus s'est moqué de nous, mais tu vois, à visage découvert. Moi, je me rappelle d'une phrase après le rendez-vous DNCG, donc c'était le 24 juin, après la DNCG, donc rendez-vous terminé, il prend la parole dans la presse brésilienne et écoute, il a une phrase. Moi, ça m'a achevé. Ça a été, tu vois, la goutte de trop dans le cursus de Textor à l'OL. Il a dit, vous savez, dans le MCO, donc le multiclubisme, on ne peut pas gagner tous les matchs au même moment dans tous les clubs. Ah, c'est Alors que l'OL incroyable. était envoyé en Ligue 2 par la DNCG. T'imagines un petit peu le truc? Ça rend fou. Non, mais même la DNCG, avant, c'était, je crois, quand il y a les premières sanctions rétrogradation Ligue 2, il avait dit ils n'ont pas compris le principe de multipropriété. Et ça, c'est le genre d'argument, tu dis, tu peux pas dire ça devant Bah oui. un tel conseil, un regroupement de personnes qui s'y connaissent quand même en club, en droit économique, et dire non, mais vous, la multipropriété, ça vous passe au-dessus. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez particulier. Il y a Khashoggi qui te demande, j'ai une question, c'est plus concernant les magouilles Textor Marinakis. Est-ce qu'il y a une instance qui peut s'y intéresser? Parce que là, l'OL, en fait, les coûts notamment pour les achats très élevés envers Nottingham, donc on rappelle Mangala 25 millions, Niakate 30, là ça parle de Danilo aux alentours de 20, Turner pour 10. C'est vrai que c'est des montants qui sont assez ouf pour des joueurs, bon, sportivement, qui sont pas dingue, on va pas se mentir. Ils sont moyens, tu peux le dire. Moyen, voilà, exactement. Et surtout, c'est une phrase qui, moi, je le redis, qui m'a interpellé hier dans la conférence de presse, où ils disent, est-ce que finalement, il y a encore ça? Ils disent, il faut qu'on étudie parce qu'il y a des contrats, il y a des choses qui ont été faites avec Nottingham en mode, attendez-vous peut-être à voir Danilo ou Matt Turner annoncé dans les prochains jours, alors qu'on voulait pas forcément le faire, quoi. C'est une très bonne question. Tu te rappelles à l'époque, entre le Barça et la Juve, il y avait eu ce deal entre Arthur Melo et Pjanic, où Ouais, les deux clubs exact. avaient gonflé, ils avaient gonflé le prix, je crois que c'était 50 millions pour l'un et quasiment 70 pour l'autre, dans mon souvenir. C'était vraiment très très gonflé. Et en fait, ça, c'est le même mécanisme, alors plus ou moins, que Textor a fait avec Marinakis. Le but, il est simple, c'est de faire des transferts de joueurs dont tu vas gonfler le prix de vente pour que dans ton bilan comptable, tu aies plus d'actifs joueurs. C'est un truc, c'est du maquillage comptable, pour faire très simple. Alors ça, on oublie, c'est un point de détail assez compliqué à expliquer, mais juste, comment ça peut se résoudre? Bah, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est soit l'UEFA est plus stricte avec ce type de transferts qui paraissent bidouillés, maquillés, ou alors ça va se régler en interne dans Eagle Football Holding. Et je pense que c'est déjà le cas. J'ai eu quelques petits échos qui m'ont fait comprendre que dans Eagle, les actionnaires ont voulu un petit peu mettre Textor hors jeu, out. Ils lui ont chopé le bras et lui ont dit, écoute John, t'as fait de la merde, terminé, on arrête maintenant. Donc je pense que la fin de la récréation, c'est soit l'UEFA qui doit statuer là-dessus, ou alors c'est en interne les dirigeants qui vont dire stop, on arrête quoi. Et c'est déjà le cas. Ouais, et ce que tu dis d'ailleurs sur le conflit entre Ares et Textor, où voilà, certains investisseurs, il est vraiment assez sérieux parce qu'il y a eu des plaintes déposées entre les deux parties. Donc on a le sentiment aussi que le torchon brûle un petit peu entre Ah ouais. ces différentes personnes. Du coup, si on parle un peu plus de ce qui va se passer maintenant, comment est-ce que tu sens? On va parler d'abord à court terme et après on vous présentera nos fameux mercato idéal sous restriction, parce que c'est vrai que on rappelle que l'OL a eu quand même un encadrement de masse salariale et limitation mutation. Donc limitation mutation, c'est-à-dire que tu peux pas normalement envoyer des transferts à tir larigot. Toi, comment tu le sens cette période un petit peu? Forcément, il y a cette euphorie et c'est très particulier parce que l'OL normalement ne devrait pas se réjouir de rester en Ligue 1, mais on sait que tu es quand même passé très proche
du précipice, mais tu as aussi une nouvelle saison à préparer, tu as des joueurs cadres qui sont partis, tu as l'Europa League qui va se présenter, tu as Fonseca qui est toujours là, mais on rappelle qu'il y a toujours sa sanction en cours qui pourra revenir sur le banc en Ligue 1 que fin novembre. Donc voilà, c'est le début d'une ère avec pas mal d'interrogations. Ouais, totalement, c'est l'inconnu. Déjà, il faut se dire un truc, c'est que l'OL qu'on a connu jusque maintenant, il est, on peut le dire, mort, terminé. Tu vas réduire la voilure, tu vas moins dépenser en termes de salaire, en termes de coûts de transfert. Donc forcément, sportivement, tu changes de modèle. Tu étais sur un modèle très très dépensier, tu passes sur un modèle plus, tu sais, rationnel, où en gros tu fais attention à bien contrôler tes dépenses. Moi, ça me dérange pas. C'est le sens que le foot français doit prendre d'ici quelques temps parce qu'il y a tellement peu de revenus et par rapport aux droits TV qui ont chuté. Donc, il faut forcément se réformer. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que les supporters sont prêts à se dire, bah voilà, on change de club, on change d'OL, on est sur un modèle plus, comme je le dis, low cost, avec des dépenses réduites. C'est possible, tu vois, on peut le faire, on peut le faire. Maintenant, il faut être très très bon sur les mercatos, ne pas se tromper, il faut bien faire les bons choix, il faut que l'académie reprenne un petit peu de puissance aussi. Tu as plein de paramètres qu'il faut cocher. Est-ce que c'est le cas à l'instant T? J'en suis pas si sûr, malheureusement, et ça va prendre du temps. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est que tu as aussi la sanction, le plan de surveillance de l'UEFA, de l'ICFC, qui impose à l'OL sur 4 ans d'avoir un déficit contrôlé. Sinon, tu prends des amendes. Donc, tu vois, un petit peu, tu es pris entre deux étaux. Tu as la Ligue 1 qu'il faut gérer sportivement et financièrement. Et tu as aussi l'UEFA qui te dit, attention, en cas de dépenses trop fortes, tu pourrais prendre une amende. Donc, compliqué à gérer. Ouais, tu fais bien. Moi, je t'avoue que Vas-y, vas-y. non, je t'avoue juste que me concernant, c'est pas que je suis optimiste ou pessimiste, c'est quasiment impossible à dire au final. Mais juste, la question c'est est-ce qu'on a les armes pour devenir ce club qui réussit bien avec moins de moyens? C'est ça la question. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup, et dans le chat, comme Doudoux, qui cite l'exemple du LOSC et de l'étang. C'est vrai que quand tu pars d'une dette de 300 millions d'euros et que tu arrives à la fois à une réussite sportive en te qualifiant en LDC, mais aussi à très bien vendre des joueurs, bah, notamment Euro en fin de contrat pour 60 millions d'euros à un an de la fin de son contrat, c'est une très très belle bascule. Et tu l'as dit d'ailleurs, les sanctions, c'est vrai qu'il y a deux éléments. Enfin, il y a eu tellement de choses qui sont passées avec l'OL, tellement d'informations. Le fair play financier qui a sanctionné à hauteur de 12 millions d'euros, je crois, l'OL, et la fin du naming avec Groupama Stadium parce que Textor a oublié de checker ses spams. Donc là, t'as quand même... C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. C'est vrai que certains disaient, C'est incroyable. il se passe pas un jour sans une dinguerie, et finalement, l'OL, c'est très clairement ce qui s'est passé depuis 3-4 semaines, quoi. C'est totalement ça. Totalement ça. Et tu sais, on me vanne parce qu'on me dit que j'ai des cernes. C'est vrai, je suis fatigué, je suis explosé. Les gens le savent bien, je le dis souvent en vidéo. Je suis fatigué parce que ce club, franchement, m'a fatigué, il m'a épuisé. Il y a eu, t'imagines même pas tous les événements qu'on a eus entre les URSAF, l'UEFA, la DNCG. On a quand même foiré un mercato sur deux. T'imagines? En 2 ans et demi, il y en a un sur deux qu'on passe sous sanction. C'est de la folie. C'est de la folie pure. Donc moi, je suis épuisé. Je t'avoue que hier soir, quand j'ai appris la nouvelle pour l'OL positive, j'étais soulagé, mais j'étais vraiment au bout de ma vie. Je t'assure, au bout de ma vie. Ouais, parce que tu savais que ça aurait pu continuer encore avec expliquer à Ouais. tes auditeurs le CNOSF, le TAS, le COMEX, Ah non, non. revenir encore Voilà. sur des détails de compte. Et là, tu as dit, t'es fatigué et ça se comprend avec les fameuses cernes. Et merci encore une fois à toi de venir sur ce live pour parler de la situation de l'OL. Après, bah, je pense que le repos sera bien mérité, histoire de se préparer pour la reprise de la saison. D'ailleurs, parce qu'il y a un petit clin d'œil du destin, parce que l'OL reprend à Lens contre Pierre Sage. Donc c'est vrai que ça, Exactement. c'est Ouais. quelque chose. Bah, d'ailleurs, si on parle d'un petit peu de terrain avant de présenter notre mercato idéal, toi, comment tu l'as vécu forcément le fait que Sage soit débarqué, que Fonseca soit là, d'un point de vue du coach, est-ce que voilà, t'as été, comment est-ce que tu l'as senti et le fait de repartir avec Fonseca pour cette nouvelle saison? Alors, quand Textor a viré Pierre Sage, j'ai trouvé que la méthode n'était pas terrible non plus. Tu vois, c'est un peu comme JM à l'époque. C'est très brutal. C'est en plus, si tu veux, il l'a tellement monté haut en disant, grâce à Pierre qui a fait de la magie, on a réussi à se maintenir en Ligue 1. Et 5 mois après, il te le bazarde comme une chaussette, quoi. Tu vois, en termes de narratif, c'est vraiment brutal, je trouve. Après, sportivement.
son renvoi était pas non plus infondé. Tu avais un moment assez compliqué en janvier, tu sors contre Bourgoin en Coupe de France, donc c'est pas facile. Tu avais aussi un match nul de mémoire contre Nantes, je crois, à la maison. Enfin, tu vois, plein de matchs comme ça où on perd des points bêtement. Mais en même temps, ce qu'il faut aussi dire, c'est que, bizarrement, avec Textor et l'OL perd beaucoup de points, mais quand? C'est souvent courant août et souvent courant janvier. Là, en plein dans le mercato au final. Donc tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord à la queue, c'est que ton club n'est pas stable parce que ta tête de proue, ton président fait n'importe quoi, il désorganise tout, il déstructure tout, et après sportivement, t'en payes les pots cassés. Et dans le foot, bah, tu sais comment ça marche, et puis dans le foot, le coach, c'est le fusible numéro un que tu peux virer facilement. Donc Pierre Sage a payé l'addition. Après, Fonseca arrive. Fonseca, c'est un coach que j'aime bien, je te le dis. Mais pour moi, il y a un truc que je ne pardonnerai jamais. Je trouve qu'il a fait n'importe quoi dans le Money Time. Tu sais, les 15 jours Oui, avec Manchester à la maison, saint à Old Trafford, le derby. Il y a eu Monaco. À Monaco, parce que tu sais, on parle beaucoup de Old Trafford en disant que match aller, match retour contre Manchester, il met le pivot double à Cocu plus Verretou. Une folie totale. Mais contre Monaco, l'un des matchs qu'il faut gagner parce que c'est le match qui peut te permettre de faire peut-être top 4. Contre Monaco à Louis II, il nous fout sur le banc durant 1 heure Cherki, ton seul créatif, enfin, l'un de tes seuls créatifs, l'élément fort de l'équipe techniquement, il te le fout sur le banc. C'est de la folie pure. Donc moi, Fonseca, honnêtement, si j'avais été dirigeant de l'OL, à la fin de saison, j'aurais dit, écoute, merci pour tout, au revoir, à bientôt. Ouais, je peux comprendre ton discours là-dessus. Et c'est vrai que j'ai souvent dit au chat, en regardant un petit peu le bilan comptable de l'OL août-janvier, je crois que tu étais à 33% de points pris et hors ça, tu étais à 60%. Donc vraiment, C'est ça, les mercatos ont tué l'OL d'un point de vue sportif parce que, comme tu dis, tout le totalement. monde était à vendre, on savait pas trop qui venait, Cherki dans le loft, Twitter intégré. Et au final, ça te fout un petit peu le bazar. Mika, je te propose qu'on fasse nos petits mercatos idéaux. Alors, Allez, Mika, vas-y. Mika m'a envoyé le sien, donc j'ai eu un premier aperçu. Moi, le mien, je fais la surprise à vous le chat et aussi à Mika. Donc ça va être intéressant. On commence par le tien. Je vais l'afficher de ce pas, hop, avec voilà, pas mal de bons petits joueurs. Donc je te laisse le présenter avec l'OL low cost, moins 50 millions d'euros de salaire, plus 50 millions d'euros de transfert. Alors, déjà, je dis un truc en préambule qui est super important, ce n'est pas le 11 qui me fait kiffer et dont je rêve. Hein, qu'on soit clair et net, c'est pas le 11 qui me fait rêver. Mais je me suis dit qu'il fallait être le plus réaliste possible. Et j'ai mis deux contraintes par rapport à la DNCG. Déjà, les salaires. Et le club l'a dit, c'est un chiffre qui a beaucoup filtré en off. Il faut baisser les salaires d'environ 50 millions d'euros. Ça, c'est le point de départ. Et après, il faut aussi une balance des transferts positifs. Donc, quand tu fais le calcul vente moins achat, je pense qu'il faut qu'on soit à plus 50. D'où ma compo et mes choix de départ. Et mon troisième critère, il est sportif. Dans la mesure où l'OL change de modèle vers un OL plutôt low cost, comme je l'ai appelé, je pense qu'il faut des profils de joueurs qui sont plus jeunes, que tu peux valoriser, ou alors des transferts bien sentis, fin de contrat, ou alors peu cher, par exemple. Donc on aboutit à ça. C'est pas une compo qui est parfaite, mais je pense que tu vois, au vu du contexte, c'est, on va dire, entre guillemets, à moindre mal. Donc, Ocage. Alors, Ocage, c'est l'énigme. C'est un petit peu le point d'interrogation. Je ne sais pas si Lucas Perry partira pas. Je pars du principe qu'il va rester, mais je pense qu'il peut partir parce qu'il faudra peut-être compléter sur une vente bien sentie. Donc, Ocage, Lucas Perry. À droite, j'ai mis. J'y pense. Perry, son numéro 2, c'est Patouillet, qui revient au club après un prêt À ce show, plutôt ouais. convaincant. Voilà, donc Patouillet revient, je le mets numéro 2, donc Descamps partirait pour moi. À droite, donc on est en 4-2-3-1, c'est très modulable, hein, mais 4-2-3-1 quand même. À droite, Maitland-Niles, qui je pense devrait rester aux dépens de Koumbedi, qui partira peut-être. Il y a eu Monaco qui est intéressé il y a quelques temps, on verra bien. Et là, en suppléant, en fait, dans la compo que j'ai mis à l'écran, pour que tout le monde comprenne bien où je veux en venir, j'ai fait en sorte que les postes soient, tu sais, dans une rotation complémentaire. En fait, tu as Mata qui peut jouer latéral droit, Barisic qui est un jeune qu'on a signé pro qui peut faire central ou latéral droit. Donc, j'ai fait au mieux possible pour baisser les coûts. Donc, latéral droit, Maitland-Niles plus Barisic. Dans l'axe, j'ai mis deux joueurs. Donc, je continue sur la paire qui a fini l'an passé, même si je suis pas un grand fan des deux, mais je pense qu'ils continueront quand même. Donc Mata Niakate, sur le banc, j'ai mis donc Barisic pour l'un. Et là, en prêt, je dis bien en prêt, je fais appel à cette clause entre City et l'OL dans le cadre du transfert de Cherki à City. Je pense que Vitor Reich, le Brésilien que City a signé, ça peut être l'un des joueurs en prêt pour nous intéressants. Donc pourquoi pas Vitor Reich sur le banc.
À gauche, donc Abner qui serait remplaçant. Et en numéro 1, je prends un profil de joueur qui est défensivement plus fiable, à mon sens, et comment dire, plus de tempérament, plus de caractère. Et en plus qui est libre, fin de contrat. Donc je prends Suazo de Toulouse. Dans le pivot double, là, c'est là où je fais vraiment le gros, tu vois, le gros ménage. Parce que l'an passé, en Ligue 1, on avait un vilain défaut, un gros défaut, c'est qu'on manquait d'intensité, de course, de volume, c'était trop pépère. Tu vois, quand tu avais la paire, on avait le pivot double Tessman plus Matic, Ah oui. c'était trop lent, ça manquait de course, de volume. Et là, j'ai dit, terminé, il me faut un milieu de terrain qui va, tu vois, apporter du volume, des courses. Donc, pour moi, Atangana, avec Reims qui finit en Ligue 2, c'est peut-être le bon coup à déloger. Strasbourg le veut. C'est pas non plus étonnant avec Blouko derrière. Je pense qu'il a un profil vraiment intéressant et peut-être que Reims étant en Ligue 2, aux environs des 10 millions, 10-11, c'est peut-être jouable. Là encore à voir. Sur le banc, Tessman a son poste dans la rotation. Je ne suis pas un grand fan de Tessman. À ses côtés, c'est l'un de mes coups de cœur. Je suis un grand fan de Jupiler Pro League, Scipion. Et il y a un joueur que j'aime bien, qui n'est pas connu, je pense, c'est Mamadou Doumbia. Doumbia qui joue à Antwerp. Alors comment je l'ai connu? C'est un joueur qui joue à Antwerp depuis quelques temps déjà. Et à l'époque, le coach, c'était Van Bommel, la légende du PSV Eindhoven, notamment et du Bayern. Et j'ai aimé ce joueur-là dès le départ. C'est un profil très longiligne, très grand, qui est bon balle au pied, qui est assez fin et qui a une très grosse frappe de balle, bon dans la projection. Donc pour moi, Doumbia plus Atangana, c'est une paire qui peut vraiment, tu vois, rééquilibrer l'OL, offrir des courses, du volume physique, ce qui a manqué beaucoup l'an passé. Alors c'est pas un numéro 10 pur, parce que sous Fonseca, le 4-2-3-1 bouge beaucoup, c'est un 4-3-3, 4-2-3-1, sans ballon, avec ballon plutôt un 3-4-2-1, donc ça bouge beaucoup. Donc un poil plus haut, en 8 de projection, je mets Tolisso. Et là, je pense qu'il manque quelqu'un de plus créatif que lui. C'est comme ça, malheureusement, OL low cost oblige. Ailier droit, j'ai mis Stoikers. Je ne sais pas si les gens du chat le connaissent bien. Alors, Jarne Stoikers, c'est qui? C'est un joueur plutôt... Alors, c'est pas un ailier pur, c'est pas quelqu'un d'hyper dynamique, très vif, mais plutôt un profil de meneur excentré, gaucher, qui repique dans l'axe, qui a un très bon pied et qui est très fort pour les passes D. Donc, Stoikers, que j'aime beaucoup, qui vaut environ 10 millions. Il joue donc en D1 belge, bon profil. À droite, donc sur le banc, Nuama, qui est blessé gravement. Tolisso, je l'ai dit. À gauche, Fofana. J'espère qu'il va rester. C'est pas gagné parce qu'il est très demandé, mais je l'espère quand même. Sur le banc, en backup, Molébé, je pense, gagnera du temps de jeu, comme Alejandro Gomez d'ailleurs. Et en pointe, Mikotadze, qui je l'espère va rester aussi. Et en solution de repli, et ben là, c'est un transfert 100% en Ligue 1, parce que je pense que la Ligue 1, c'est le lieu où l'OL peut faire différentes emplettes durant l'été. Et je partirai sur Ludovic Ajorc, que j'aime bien parce qu'il a un profil différent. Je pense qu'il est très sous-coté en Ligue 1. C'est pas un peintre balle au pied, il est fin techniquement, bon jeu de tête, gros gabarit. Donc je partirai sur Ajorc pour compléter l'attaque de l'OL. Voilà en gros mon 11 de départ pour l'an prochain. Et le chat me dira ce qu'il en pense. Ben écoute, j'aime bien ce que tu m'as vendu, j'aime bien l'histoire que tu m'as vendue, je pense que tu as respecté la consigne. Bah déjà merci à toi de t'être prêté à ce jeu qui est pas forcément évident, d'avoir pensé à des pistes, et ce qui est bien c'est que moi aussi je suis allé voir des joueurs, on a un joueur en commun, je suis aussi allé piocher en Belgique, c'est vrai qu'il y a Matoisso qui rappelle, il y a Afonso Moreira du Sporting qui devrait vraisemblablement arriver aussi, donc on peut aussi l'inclure dans cette belle rotation. Bah écoute, je pense que le chat, voilà, il y en a qui disent voilà tel joueur ça va, il y en a beaucoup qui aiment Atangana, il y en a qui conseillent Omer Agic, Ajorc, il y en a qui sont pour, il y a Youssol qui te dit Jarne Stoikers, top et les droits intérieur de Jupiler, donc vraiment intéressant. Je t'affiche le mien, du coup, hop. Vas-y. Moi je suis parti sur à peu près un 11 où je me suis dit je vends Perry, il y a beaucoup de joueurs que je fais partir, les gros salaires, Fofana, malheureusement j'aimerais qu'il reste, mais Fofana, je dis ciao, parce que je sais pas, au niveau de la valeur marchande, tu peux peut-être faire une belle bascule, et peut-être que tu pourras retrouver un petit ailier sympa à ce niveau-là. Je fais partir Verretou, Matic, Akuoku, je fais partir également Niakate. Je sais qu'il est très apprécié dans le vestiaire d'un point de vue humain, et ça a l'air d'être une très belle personne, mais d'un point de vue sportif,
Moi, j'ai pas été emballé, surtout à ce prix-là. Après, je pense que malheureusement, le prix l'a un petit peu flingué à ce niveau-là. Donc, on a Gabriel Suazo en commun. J'ai pris plusieurs joueurs libres, dont Gabriel Suazo au gardien. Je te dis, moi, je fais partir Perry comme toi. J'aime beaucoup l'idée d'avoir Patouille en numéro 2. J'ai regardé un petit peu dans joueurs libres et moi, j'aime beaucoup Ivo Mvogo. Déjà, c'était une anomalie pour moi qui sont en Ligue 2 avec Lorient. Je trouve que c'est pas mal de le récupérer. J'ai vu qu'il était assez courtisé, notamment au Portugal, par la fameuse équipe que Vinicius a racheté. Et je me suis dit, bah, finalement, il a 31 ans. C'est parfait pour moi pour peut-être faire la petite période de transition avec Patouillet. Donc je me dis, pourquoi pas le miser sur lui. En plus, il connaît la Ligue 1. Il a été élu meilleur gardien de Ligue 2. Donc moi, j'aime bien ça. Je garde Maitland-Niles. Je fais partir Koumbedi. Mais si jamais il y a une offre et qu'on peut garder Koumbedi, tu vois, ça me dérangerait pas. Mais je trouve que Maitland-Niles, pour la qualité technique et l'équilibre de l'OL, c'est quand même un joueur hyper précieux. Je repars avec Mata. Je pars sur un premier joueur un petit peu. Je me suis dit, c'est là où on veut voir Mathieu Louis-Jean, Ben Charrier, Mickaël Scout, qu'on salue, qu'on embrasse, qui vont avoir beaucoup de boulot. J'ai pensé à un joueur que j'avais bien aimé avec Bodo Glimt, qui s'appelle Villads Nielsen. Qui est un défenseur central, 1m92. Donc évidemment, tu lui envoies des ballons dans les airs. Lui, normalement, c'est son dada. Et qualité de relance assez intéressante. Ça fait partie de ces joueurs qui sont bien montés avec l'équipe de Bodo Glimt, qui a fait demi-finale d'Europa League, qui a battu Porto, qui a fait un super parcours, qui a battu Olympiakos. Enfin, vraiment, un joueur qui est pas non plus, je pense... Et justement, je pense que c'est ça la clé pour l'OL, c'est d'aller sur ce type de championnat. Donc, je me suis noté lui. Et voilà, vous vouliez des recrues hipster, vous les avez. Hein, là, on est pleinement lancé là-dessus. À gauche, pareil, Suazo, parce que je trouve que c'est une top recrue. J'ai vu qu'il était courtisé aussi au Brésil, tout ça. Mais franchement, par rapport à son âge, le vécu, et c'est vrai que quelqu'un disait, même si Tagliafico était bien plus fort dans l'aspect offensif, Suazo, c'est quand même un joueur qui a évolué piston et tout, qui sait faire aussi des trucs. Alors évidemment, Tagliafico, c'est un niveau au-dessus, mais t'es un Noël de 2025-2026 qui va pas pouvoir aller chercher un joueur similaire à Tagliafico, mais un petit peu en dessous. Je trouve qu'il remplit beaucoup de critères. Moi, écoute, ah oui, je précise pour les remplaçants, Barisic, donc le jeune latéral droit, Kaeta-Char, je le garde, même si bon, s'il peut partir, ce serait pas, voilà, mais entre Adrielson et Kaeta-Char, je préfère Kaeta-Char. J'ai noté un petit jeune du PSG à se faire prêter, Doam Kamara, 18 ans, ce genre de joueur qui pourrait avoir du temps de jeu, qui a été très très bon avec les jeunes du PSG, qui est sorti du lot, que ce soit Gambardella, qui commence à émerger aussi avec l'équipe de France de jeunes. Donc je me dis que, on sait que les positions entre le PSG et l'OL se sont rapproché, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un prêt de joueur et j'ai pensé à lui pour la défense. Et ensuite, Abner Vinicius, je le garde à gauche. Au milieu de terrain, je suis d'accord avec toi sur Tessman, c'est pas le crack du siècle, c'est pas le plus fou. Mais je me dis, allez, tu sais quoi, il a quand même fait 2-3 choses intéressantes. Pourquoi pas le lancer dans une nouvelle saison où il aura déjà pris ses marques, où il connaît ses coéquipiers, où il connaît le contexte OL. C'est un milieu de terrain qui sait faire certaines choses. Il peut nettement progresser. Je sais pas, il a peut-être un petit plafond de verre quand même, mais dans ce contexte-là, je me dis pourquoi pas repartir avec lui. Je mets Tolisso à ses côtés, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui peut évoluer aussi un peu plus haut, mais je pense que Tolisso, qu'il soit là ou plus haut, il sera quoi qu'il arrive précieux, et s'il est sur sa continuité de l'année 2025, la seconde partie de saison serait top. En remplaçant, je teste quand même Diawara, qui a été prêté au Havre, même si je trouve que pour l'instant il n'a pas fait grand-chose, mais je me dis que c'est le genre de jeune joueur, allez, t'as investi 4 millions d'euros sur lui, il faut essayer quelque chose. J'ai eu quelqu'un dans le chat dire qu'il faut miser sur les joueurs de Ligue 2, je suis d'accord. J'ai pensé à Enzo Bardelli et non pas Bardella, désolé les Bad Gones, mais c'est bien Bardelli de Dunkerque que j'ai bien envie de voir dans ce milieu de terrain là, qui a fait une super saison du côté de Dunkerque, qui a été un joueur hyper précieux, très intéressant, un régulateur comme on aime, et je pense que l'OL doit se reconnecter. Quelqu'un le disait avec Ferland Mendy et Ndombele, tout ça, je pense qu'ils doivent aller sur ce type de joueurs. Donc j'ai pensé à beaucoup de joueurs de Dunkerque, je t'avoue, j'ai pensé à Ragoubert mais qui est revenu au LOS, j'ai pensé à Askita qui est peut-être plus milieu offensif, mais franchement je trouve que Bardelli il serait... j'aimerais beaucoup le voir. J'espère que l'OL, les recruteurs vont y penser parce que je pense qu'il pourrait remplir des services. À droite, Ikoné, c'est peut-être une prise de risque parce que ça fait un petit moment qu'on l'a perdu de vue. Il a un salaire qui est important. Mais je me dis, écoute, il connaît la Ligue 1, ça a été un international, il a 27 ans. Je le mets là parce que pour moi, dans l'esprit, Nouama est le titulaire et Ikoné serait plus dans la rotation. Mais tu sais quoi, et Ikoné, c'est un gros salaire.
Oui et non, je crois qu'il est à 150 000 euros, donc c'est pas non plus, tu vois, un truc démesuré. Si tu le fais revenir, tu peux peut-être un petit peu augmenter, parce qu'entre l'Italie et la France, c'est pas la même fiscalité. Mais vas-y, Diawara, c'était libre, désolé pour la confusion. Mais je me dis qu'il connaît pour, tu vois, en joueur de complément. En fait, j'ai pas envie de prendre que des jeunes joueurs, parce que il faut aussi quelques cadres. Donc, il connaît, dites-vous, c'est plus pour la rotation. Là, c'est l'équipe que j'imagine à la reprise au 15 août, en attendant que Nouama revienne. Ensuite, le fameux joueur prêté par City. Moi, j'aimerais beaucoup voir Etcheverry. Tu as parlé de ce côté créatif qui pourrait manquer à l'OL. Je mise là-dessus. Et en remplaçant d'Etcheverry, j'ai pensé à un autre joueur libre de Lorient, c'est Julien Ponceau. Pareil, j'aime beaucoup ce qu'il avait montré en Ligue 1. J'ai vu qu'il était libre, que Lorient aimerait le garder. Mais pour moi, je suis désolé, mais peut-être que ça fait pas rêver quand t'es l'Olympique Lyonnais, mais dans la rotation, je trouve qu'il est vraiment. Bah, il serait utile, quoi. Tu vois, je pense qu'il pourrait remplir le service. En plus, j'ai vu qu'en janvier dernier, la Lazio été intéressé par lui. Donc, franchement, je me dis pourquoi pas. T'as parlé de ce championnat belge qu'on adore, qu'on suit pas mal ici aussi. J'ai pensé à un jeune ailier gauche international espoir, Noah Adeji Stenberg, qui évolue à Genk. Je pense que tu pourras peut-être en dire quelques mots. Parce que J'aime pour beaucoup. moi, Ouais. ouais, alors, c'est peut-être là où le prix, on ne sait pas jusqu'à quel point l'OL pourra dépenser en indemnité de transfert, mais s'il y a un effort à faire, c'est pour lui, parce que je pense qu'il faut quand même remplacer un Fofana dans l'aspect déséquilibre, percutant, et encore plus avec Nouama qui va mettre du temps à revenir. Donc si tu as 10 millions à mettre, allez, peut-être un effort supplémentaire, c'est sur lui que j'aimerais voir. En rotation, et après c'est là où je mets rotation, mais il pourrait être titulaire. J'ai pensé à Lassine Sinayoko d'Auxerre qui a fait une belle saison. 5 J'aime buts, bien aussi. Ouais. 5 buts, 8 passes Ouais. D. Je sais pas si c'est jouable, mais je me dis pourquoi pas. S'il y a un monde où l'OL peut l'attirer et en faire un joueur de rotation plus, si entre Ikoné et Sinayoko, il y en a un seul à signer, évidemment, je prends Sinayoko. Mais c'est des idées aussi que j'ai lancées comme ça, en attendant peut-être de laisser plus de place aux jeunes comme Gomez et Molébé. Et puis en pointe, évidemment, Mikotadze. Il faut quand même garder des valeurs sûres. Pour moi, une sorte de colonne vertébrale. Tolisso, Mikotadze. Donc c'est là où j'ai envie d'aller pour cet Olympique lyonnais. Et Coq se dit, j'aurais adoré Gaëtan Perrin. Je pense qu'on est beaucoup à avoir pensé à Gaëtan Perrin, mais il a signé du côté de la Russie en Krasnodar. Tu es mon invité, tu as le droit de dire si je me suis trompé, mais honnêtement, j'aime bien mon 11. J'aime bien ce que je suis allé dénicher. Et là, c'est, comme je te dis, j'ai adoré parce que j'ai fouillé durant une heure et demie, les fins de contrat, tout ça. Je suis vraiment. J'ai bien aimé. Alors, personne pour aller chercher Abdelli. Iman Abdelli, je crois que Angers demande 15 millions. Honnêtement, à 7-8 millions, j'aurais dit oui tous les jours. À 15 millions pour l'OL, c'est tendu. Ton verdict sur ce petit 11? Ah bah écoute, j'aime bien. Il est pertinent ton 11. Franchement, il est bien. Moi, tu vois, ce qui me plaît, c'est que tu as pris des profils qui sont, je trouve, complémentaires. Tu vois, moi j'aime beaucoup Adedeji, c'est un bon profil de déséquilibre percutant, j'aime bien, vraiment un bon profil de joueur. Il connaît, pourquoi pas, est-ce qu'il peut revenir à un niveau, ce qui s'est perdu de vue depuis quelques temps entre le Celta et la Fio, donc c'est compliqué de savoir ce qu'il vaut maintenant. Est-ce qu'il est encore sur un bon niveau ou pas? Après, ma seule inquiétude, je te l'ai dit tout à l'heure quand j'ai mis mon 11 à l'écran, enfin, quand tu l'as mis plutôt, c'est le cœur du jeu. Tu vois, je pense que Tessman, en tout cas pour moi, dans mes critères, c'est pas assez mobile, c'est trop lent. Tu vois, entre le moment où il a le ballon et la décision qu'il prend, il y a 1, 2 secondes. Et dans le foot de haut niveau, tu n'as pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'espace pour t'organiser. C'est un petit peu difficile. Donc je pense qu'il faut un peu plus de volume de course et d'intensité. Tu vois où je veux en venir? Ouais, non, mais tout à fait. Puis surtout par rapport à la Ligue 1 et son évolution, quand tu vois la concurrence, parce que je pense qu'on a vu tous le projet du Paris FC arriver voilà, en bon. Tu as des équipes qui recrutent déjà bien, tu as des clubs qui sont installés dans ce top 6. Il y en a d'autres qui viennent taper à la porte sérieusement, comme Strasbourg. Tu vas voir Ouais. Rennes et Lens sans Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que cette nouvelle ère qui s'ouvre à l'OL, c'est pour ça qu'on fait un mercato idéal et tout. C'est intéressant de voir comment justement tous ces recruteurs, les dirigeants vont essayer de s'en sortir. En tout cas, Mika, je te remercie. C'était un super moment passé avec toi. Je sais pas si tu as Avec plaisir. quelque chose à rajouter, un point qu'on aurait oublié d'évoquer. En tout cas, le chat, comme tu sais, apprécie quand je ramène des invités. Et ça a été le cas aussi avec toi. Non, c'était un très bon moment, Scipion. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment chouette. Et merci au chat pour leur activité. Juste, il y a eu une question tout à l'heure, quelqu'un qui m'a demandé, Mika, quelles sont les ventes que tu fais dans le mercato? Mm. Parce qu'il faut vendre des joueurs. Donc, petite précision, juste rapide pour compléter ce que j'ai dit. C'est vraiment très simple. Dans les ventes de joueurs, j'ai intégré donc la case qui part, fin de contrat, Cher qui a 40, Tagliafico, fin de contrat, Mangala pour 10 millions,
Le Penang qui est parti, Sarr, Adrielson, Matic, Veretout, Tchaletatsar, Almada, Descamps, Lucas Perry et Koumbedi. Et si je cumule tout ça, j'arrive à peu près à 110 millions d'euros. Voilà, Ok. Bon bah au moins ça pour schématiser. c'est clair. Et Afonso Moreira, le joueur du Sporting, vous pensez que ce sera pour pallier à la blessure de Noama? Je pense que ça pourrait être le fameux ailier de rotation. Et quand voilà, il va revenir, Ernest, je pense qu'il ira sur le banc. En tout cas, merci encore une fois à toi. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Twitter, mais aussi surtout sur ta chaîne Le 11 Lyonnais, où tu continues à évoquer cette actualité, que tu as fait beaucoup de vidéos, tu as encore donné ton point de vue d'une demi-heure ce matin. Donc vraiment, allez checker la chaîne de Mika. Je vais la mettre dans le chat pour que vous puissiez un petit peu vous rappeler de ça. C'était un vrai plaisir de t'avoir ici. Donc Partagé. tu reviens quand tu veux, évidemment. C'était top de ta part. Gros plaisir partagé. Je t'embrasse, Scipion, également le chat. Et à bientôt. Ouais, à très vite. Merci beaucoup. Moi, je vais Ciao, ciao. je vais rester en ligne, mais profite bien, repose-toi bien. Tu l'as bien mérité. Ouais, ça marche. Allez, ciao à tous. Encore une fois, merci à vous pour ce stream de rentrée. Et puis surtout, merci à Mika qui a été présent avec moi une bonne heure. Profitez bien de vos vacances. Bon courage aux travailleurs. Force à vous pour ce mois de juillet et ce mois d'août. Et puis, on se dit à très très vite pour un prochain stream. Je pense dimanche pour la Coupe du Monde des clubs, pour la finale. On va pouvoir faire ça. Salut à tous les boss. À très vite. Salut.